Les mardis de l'info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Bonsoir, toujours un grand plaisir de vous retrouver pour les mardis de l'info. Aujourd'hui, ce soir, notre titre c'est IA, mon amour. IA, intelligence artificielle. C'est bien, c'est pas bien, ça marche comment ? Comment faut-il aborder l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est vraiment mon allié pour toujours ou bien est-ce que ça va me rendre esclave de quelque chose ? Pour en parler ce soir, nous avons deux invités. Un grand scientifique, Yvon Gervaise, qui travaille depuis des années sur cette thématique, et également Lucille, avec nous, qui est enseignante. Et avec l'IA, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut enseigner sans doute différemment. Il faut sans doute apprendre pas pareil et faire travailler les gamins, nos jeunes et nous-mêmes un petit peu autrement. Et ça pose beaucoup de questions, tant sur le plan éthique que écologique. Sourcer l'information, est-ce que cette information est fiable ? C'est ce que nous allons voir ce soir. Yvon Gervaise, bonsoir. Bonsoir. Vous nous arrivez de Bandol, Yvon ? Oui. Yvon est quand même de la région. Simplement, monsieur est allé faire une conférence sur l'intelligence artificielle à Bandol, il y a pas très longtemps. Tout à fait, et dont le thème était « Comprendre l'intelligence artificielle ». On va essayer de comprendre justement comment ça marche. Je vous préviens déjà d'avance, il va falloir de temps en temps s'accrocher, parce que c'est pas extrêmement simple. Lucille, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour vous, comment est-ce que vous abordez justement l'intelligence artificielle à l'école ? Eh bien justement, aujourd'hui, on a plein de questions autour de ça. Comment l'enseigner ? Quel recul il faut avoir envers les élèves ? Est-ce que dans quelques années, elle sera toujours active ? Parce qu'on a des problèmes écologiques en ce moment. Et toutes ces questions, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on peut déjà donner du travail à faire à la maison aux élèves sans qu'ils aillent tout faire par ChatGPT, Copilote ou autre ? Et bien là aussi, ça devient compliqué. Faut-il encore continuer les devoirs à la maison ou faut-il trouver des outils pour détecter l'IA ou autre chose ? Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les réponses, mais les formations commencent à se multiplier de plus en plus par rapport à l'IA, justement. Bon, personnellement, l'IA, j'aime bien. J'ai découvert Copilote il y a à peu près 1 an. Ça me fait gagner un temps fou. C'est pas inintéressant du tout. Et puis, j'ai reçu un message, et c'est pour ça que Yvon est là ce soir. Yvon Gervaise est une personne que je connais depuis très longtemps. On s'est croisés sur d'autres antennes. On a fait plein d'émissions scientifiques ensemble, et c'est un vrai bonheur de vous retrouver, Yvon. Et puis, Yvon m'a envoyé un message il y a quelques jours. Il m'a dit « Stéphane, regarde, j'ai fait un podcast, c'est super, autour de l'IA. » Et puis j'écoute le machin, j'appelle ça un machin, monsieur Gervaise. Et puis j'entends une dame qui dit « Alors, non, l'intelligence artificielle », puis un monsieur qui répond « Oui, alors l'intelligence... » Et c'était toutes les deux, c'était des voix IA ? Tout à fait. Mais on fait comment, nous, pour vivre ? Je pense que vous avez toujours votre rôle, c'est ce qu'on va aborder. Je pense qu'il y a l'espace de l'intelligence artificielle. On devrait d'ailleurs dire l'informatique avancée ou la connaissance artificielle, mais il reste une place. D'ailleurs, l'IA se nourrit de l'expertise, de l'intuition des gens, et y compris des chercheurs, y compris de tout un chacun. Ouais, en tout cas, les résultats sont bluffants. On a tous vu sur les réseaux des images fabriquées par IA, des animations fabriquées par IA. C'est complètement délirant et hallucinant. Lucille, sur quelle IA vous allez vous travailler plus spécialement ? Moi, ça m'arrive de travailler avec ChatGPT ou alors Claude. Ou Claude ? C'est ça. Ah oui, donc déjà, il y en a plein, Claude. J'ai jamais essayé Claude. C'est quoi la différence par rapport à Copilote ? Alors moi je connais pas Copilote justement, donc voilà. Je peux pas comparer, mais je trouve que Claude, ce qui est intéressant, c'est qu'il source ses informations. Donc en fait il dit à qui appartient, enfin qui a donné l'information sur Internet, et c'est un plus par rapport à ChatGPT. Enfin ChatGPT le fait, mais il faut lui demander. Qu'est-ce qu'on va avoir comme intelligence artificielle ? Enfin, c'est pas intelligence, hein. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? On devrait dire les intelligences artificielles, parce que c'est pas nouveau au fond. C'est que dès 65, il y avait ce qu'on appelait les systèmes experts qui sont en base de règles. Par exemple, dans certains diagnostics, il existait une IA de système expert, avant que n'apparaisse une nouvelle génération, notamment l'IA générative. Alors, attendez, IA générative, ça fait quoi? Alors l'IA générative, comme le dit le mot, ça génère des images
auquel Stéphane faisait allusion. Ça génère du texte. ChatGPT, c'est une IA générative. Donc ça, c'est des IA génératives. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme IA ? Alors, une nouvelle génération est en train d'apparaître, c'est les agents IA. Agents IA ? Oui, quand vous avez votre agent d'assurance, vous lui déléguez une tâche, et donc ce sont des systèmes qui sont autonomes et qui vont agir de façon autonome. Tout à l'heure, lorsque ma voiture a dû freiner, je précédais un poids lourd et j'avais une voiture devant moi, eh bien, le système de freinage, c'est une IA. Vous avez l'IA que vous voyez et l'IA que vous ne voyez pas. Il faut se méfier de laquelle ? Il y en a une où il faut se méfier un peu ? Pour moi, non, il faut, l'émission va nous éclairer un peu, je l'espère là-dessus, il faut surtout savoir bien l'utiliser à bon escient. En fait, j'aurais tendance à dire, l'IA apprend quand vous savez déjà un petit peu, ne serait-ce que pour interroger ChatGPT. Il faut des mots de vocable, il faut le vocabulaire et il faut aussi parfois guider. Ça veut dire que si je suis un âne batté, je risque pas de faire quelque chose de génial avec mon intelligence artificielle. Si je suis un poil cortiqué, je vais pouvoir en faire quelque chose. Ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous, je vais vous donner un exemple. Avant même qu'on parle vraiment d'IA, regardez Google, si vous faites le mot radioactivité, ça va vous emmener un peu partout. Par contre, si vous faites césium 137, vous rentrez dans la communauté des sachants. Tout à l'heure, j'ai presque dépanné de ma voiture grâce à l'IA, parce que je suis pas un mécano, j'y connais pas grand-chose, sauf que j'ai fait des photos, là je voyais que ça n'allait pas, et tout de suite l'IA m'a dit, mais attendez, c'est les drains pour enlever l'eau qui s'infiltre par votre toit ouvrant. Et vous voyez, j'ai pu progresser. Ça m'a dit que sur ce modèle de voiture, ça arrivait souvent. Oui, parce que c'est vrai, parce qu'il a pris de l'eau sur la figure dans sa voiture. Voilà. Et donc, tout de suite, ça va vous aider. En fait, l'IA, c'est un outil. On dit parfois aussi comme c'est un assistant. Et donc, je me suis fait assister d'une IA. Comment est-ce que vous avez vu arriver l'intelligence artificielle chez vous dans l'enseignement, Lucille ? Secteur de nucléaire. C'est un peu comme Wikipédia. Wikipédia était dans l'informatique un outil qui a totalement été une bombe dans l'enseignement, surtout dans la recherche informationnelle. Hop, on tapait un petit mot et clac, on avait plein de choses. Exactement. Le problème, c'est que le Wikipédia, c'est un site collaboratif, toujours actuellement, et ça sous-entend qui est la source. Vous et moi, nous ne sommes pas les experts dans tel domaine, on peut écrire des bêtises. C'est là toute la difficulté, comment savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et l'IA, c'est le même problème. En fait, c'est les mêmes problématiques, mais de manière à plus grande échelle. Comment sélectionner une information, comment trouver l'information, comment croiser ses sources, et c'est là toute la problématique. Et effectivement, il va aussi se poser d'autres questions, comme comment écrire un prompt, l'écrire correctement, le demander des choses spécifiques. Le prompt, c'est le fameux texte. Exactement. Je m'étais limite fait avoir comme ça avec une IA, où j'avais besoin d'écrire un article autour de la gestion forestière, un machin pour un boulot, et il me sort le nom, un acronyme NATO, un machin comme ça, qui voulait parler d'une association, de quelque chose qu'évidemment je connais pas et tout. Puis à un moment donné, j'ai mis NATO, c'est quoi ce truc ? Donc pareil, je commence à chercher un peu plus loin, NATO. Le machin, il n'existe pas. C'est le système qui avait inventé carrément un machin. Donc maintenant, dans le prompt, je dis, je veux que des trucs qui soient vérifiés et sourcés. IA, mon amour, c'est le sujet de notre thématique ce soir, dans les Mardis de l'Info. Horizon 100.9, partout en Seine-Maritime. Les Mardis de l'Info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Et Luc à la réalisation de ce Mardi de l'Info, comme tous les Mardis de l'Info. Merci beaucoup, Luc. Bienvenue pour cette édition de ce Mardi de l'Info spécial IA, intelligence artificielle. Nos invités ce soir, Yvon Gervaise, expert scientifique qui travaille sur le sujet depuis des années. Il est excellentissime. Il va sans doute nous éclairer aussi sur quelques points. Lucille est enseignante sur le secteur du nucléaire. Elle est contrainte, avec plaisir d'ailleurs, de modifier et d'aborder ces enseignements et d'aborder comment est-ce que je vais pouvoir transmettre les connaissances avec l'IA, justement, puisque l'IA entre au cœur des écoles, au cœur des enseignements. Et les écoles, bien, c'est le futur jeune gens. Donc, effectivement, si on ne maîtrise pas, si on ne connaît pas cet outil, ça va être un petit peu compliqué. Yvon et chers auditeurs et auditrices, on va essayer de comprendre, de soulever le capot de l'ordinateur et de se dire, mais
comment ce machin-là reconnaît une banane d'un chat, d'autre chose. On va essayer, je dis bien on va essayer parce que on va voir. Bon, cher Yvon, alors est-ce que vous allez... je vais peut-être vous interrompre de temps en temps, allez-y. Oui, vous avez vu par exemple dans ChatGPT, quand je pose une question, j'obtiens une réponse. Ouais. Alors, et des fois, il m'a dit n'importe quoi, comme tout à l'heure. Mais je rentre un texte, et en fait, il me sort un autre texte, et il développe le sujet. Par exemple, le texte étant la question, il me donne une réponse. C'est tout simple. Qu'est-ce que fait ChatGPT ? C'est le chat a mangé, point de suspension, probablement la souris. Donc, tout ce qui est IA générative, notamment dans le domaine du texte, c'est de deviner le mot qui suit. Donc, on a entraîné à partir de foultitude de textes à savoir quel mot suit, quelle est la probabilité. Par exemple, suite au mot travail, il va y avoir bureau. Mais il ne va pas y avoir confiture, il ne va pas y avoir... Donc, vous avez compris... Déjà, mais c'est des mathématiques, tout ça. Ce sont des mathématiques parce que... Si je comprends bien, Yvon, c'est-à-dire que le mot « chat » va être transformé en une série de chiffres, de nombres. L'ordi, lui, dit « Ok, ça représente un chat ». Si le chat, il y a une souris à côté, ça va être un autre nombre. Si je dis « Je veux que tu me transformes un chat en souris », il va mélanger ces nombres ensemble, comme un nuage de points. À l'école, vous avez entendu parler des vecteurs. En fait, c'est la représentation d'une suite de nombres. Il y a longtemps que j'étais à l'école. Et donc, ces vecteurs, si deux mots ont des significations, se trouvent dans des contextes très proches. Un vecteur, c'est quoi ? Un vecteur, c'est une flèche qui est basée sur ses coordonnées. Et donc, ça va représenter cette suite de nombres. Alors, attendez. Faut imaginer... vous prenez un T. Un T, la lettre T, vous la mettez à l'envers. Pof, donc la petite barre en bas et puis la barre en l'air. Ça vous donne une ordonnée, une abscisse. Exactement. Voilà. Et puis vous en mettez un deuxième comme ça. C'est en 3 dimensions en fait. En 3 dimensions. En n dimensions quand il s'agit d'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi ? Ce qu'on appelle c'est pas que 3 dimensions. Très nombreuses dimensions. Il y en a plein. Ce qui fait la force. Parce que finalement, quand on juge ChatGPT... Alors attendez, parce que sur ces barres de T, c'est un peu comme des thermomètres, hein, il va y avoir des sortes de graduations. Il y a l'abscisse et l'ordonnée. Voilà, qui vont donner des chiffres. Voilà. Sauf qu'il n'y en a pas un vertical, un horizontal, mais il y en a plein. Je vais prendre un exemple. Si on veut représenter, par exemple, un drone, un avion, un hélicoptère. Il y a un truc ils ont en commun d'être dans le ciel. Oui, ciel, ok. Voilà, et ils ont un moteur. Donc, on aura les repères ciel et moteur, et ils seront dans ce plan-là. Par contre, si je pense qu'ils volent aussi une oie, un aigle, et puis une abeille, elles sont aussi dans le ciel, donc elles seront sur le même axe, sauf qu'elles ont des ailes, donc elles ne seront pas du tout, elles seront perpendiculaires dans le T. Alors, vous nous parlez qu'il y a des réseaux de neurones, comme dans la tête ? Alors, une fois qu'on a ces vecteurs, ça veut dire ces représentations de mots, on va les faire traiter par neurones, et on appelle donc les neurones, c'est par analogie aux neurosciences, à nos propres neurones, qui en fait vont traiter l'information comme jadis on réglait les poids d'une horloge quand elle ne donnait pas l'heure. Si l'heure n'était pas exacte, on réglait les poids. Et aujourd'hui, on va entraîner par exemple un réseau de neurones à reconnaître un chat, un chien. C'est par essai-erreur comme un enfant lorsqu'il apprend. Et donc peu à peu, eh bien, le réseau de neurones va régler ses poids et on lui présentera... Les neurones transmettent l'information. Exactement, transmettent l'information jusqu'au bout de la chaîne. Voilà. Et en compilant ces informations, ça va nous donner un chien, un chat, un hélicoptère, un avion. Et s'il se trompe, eh bien, on re-règle de nouveau. Et donc, c'est comme ça que je peux demander à Chat ou à Gemini, sur la photo de mon sapin de Noël, il y a une boule bleue, une boule rouge, une boule blanche, une boule jaune. Je veux que tu enlèves la boule jaune. Il saura la retrouver ? Tout à fait. C'est pareil, vous faites l'expérience d'un enfant qui rentre dans un grand amphithéâtre où il y a plein de monde. En très peu de temps, il va reconnaître son oncle. Mais s'il avait fallu lui donner les règles, ton oncle il a les cheveux comme ça, le nez comme ça, c'eût été impossible. Ça, c'était la première génération d'IA, les systèmes experts à base de règles. Donc, il n'y avait pas de règles. Par contre, on a entraîné l'IA à avoir énormément de gens pour reconnaître son nom grâce à ces systèmes de neurones. Et on arrive comme ça à la reconnaissance faciale ? Bien sûr. Aux plaques minéralogiques ? Exactement. Dans les parkings ? Aux reconnaissances faciales qu'on a dans certains pays. Et la grande chose qui est importante, c'est de voir l'équation entre l'IA et l'énergie. L'enfant, son cerveau fait 200 watts. Il a reconnu
immédiatement son oncle ou sa maman. Ça c'est vrai, ça fait 2 Par contre, on quand consomme vous trop d'énergie. utilisez ChatGPT, j'exagère le propos, mais vous faites tourner une tranche de centrale nucléaire parce qu'il faut tous les microprocesseurs qui font des calculs. Parce que finalement... C'est ce que vous disiez, Lucille, tout à l'heure, c'est qu'il y a une part écologique aussi à l'utilisation de ces trucs-là. Absolument. Dites-moi si je me trompe, mais moi j'ai lu des articles comme quoi d'ici 2030, l'intelligence artificielle serait remise en cause à cause notamment de ses ressources en eau, par exemple, ou le besoin de la nourrir, entre guillemets, comment stocker ces données-là. En tout cas, je n'ai pas la réponse, mais c'est les questions qui ont été soulevées dans les médias. Ouais, donc d'un côté, on a un vrai cerveau humain qui ne va pas consommer grand-chose, et puis un autre machin qui va être colossal. Donc attention aux requêtes, aux prompts qu'on va lui demander. Si c'est pour lui demander de faire un calcul de pourcentage, on peut peut-être le faire de tête. Exactement. Mais aujourd'hui, tous les gens qui sont dans le domaine, là, vous avez affaire à ce qu'on appelle les larges langages modèles. Ça veut dire quoi ? C'est gigantissime. Il a fallu ce qu'on appelle des données massives, on appelle ça le big data pour entraîner le système. Il vous faut des calculateurs monstrueux avec des data centers pour donner la réponse. Mais aujourd'hui, on s'oriente vers des beaucoup plus petits modèles qu'on va régler plus finement, mais sur un domaine donné. C'est-à-dire que l'IA, elle a une approche verticale. C'est pour ça qu'on a différentes IA, genre Perplexity, Gemini, Nano Banana. Perplexity, c'est un très bon exemple. Merci. C'est une nouvelle génération. Merci. C'est à la fois de l'IA et un moteur de recherche très puissant. Alors, ce qui est intéressant pour les auditeurs, quand vous utilisez une IA, c'est d'avoir en même temps les sources. Parce que c'est avec la source que vous validez l'information qu'il vous donne. Et ça, c'est votre boulot, Lucille. Absolument. Je dois l'enseigner aux élèves, comment chercher une information, comment la vérifier, qui est l'auteur, qui distribue l'information, quel est l'objectif de tout ça, de donner cette information. Oui, donc il y a un vrai travail Absolument. de cerveau, de recherche et tout ça. Oui. Comme moi qui ai manqué de me faire bananer par le machin qui m'avait dit inventer une entreprise, un machin qui n'existe pas. Alors justement, pour les élèves de Lucie, je vais me permettre un conseil Lucille. en présence de Lucille, un conseil. Rappelez-vous, il ne faut pas que l'IA soit votre ascenseur cognitif, c'est-à-dire pour vos connaissances. Les connaissances, il faut les acquérir vous-même. Sinon, votre cerveau va être comme un muscle qui va s'atrophier. Oui, absolument. Et en fait, l'IA, il va surtout apprendre à ceux qui en savent déjà beaucoup. Exactement. Parce C'est ça qui est que difficile. il faut bien le comprendre, il faut continuer à faire vos gammes. L'IA, c'est pas la fin des devoirs. Et non. Et oui, et c'est là tout l'enjeu, toute la problématique des professeurs actuellement, c'est comment détecter l'intelligence. Enfin, par exemple, les professeurs de français demandent une rédaction. Aujourd'hui, comment détecter le fait que ce soit un élève ou l'intelligence artificielle? Si le gamin il fait 50 fautes à la ligne en classe et que tout d'un coup il sort un machin digne d'un prix Nobel. Alors le problème c'est que déjà l'élève il est un peu malin quand même, il ne faut pas le Ils sont pas sous-estimer. idiots. Hein. Il demande quand même que le niveau soit adapté à lui. D'inclure même des fautes d'orthographe. Et le plus souvent, c'est eux qui font eux-mêmes des fautes d'orthographe parce que comme ils recopient sur papier et que en français, ça pique un petit peu au niveau de l'orthographe, en fait, finalement, on peut pas. Il y a de nombreux collèges qui sont équipés en tablettes. Est-ce qu'il faut supprimer les tablettes ? Il faut savoir que d'ici quelques années, on ne pourra plus distribuer de tablettes. C'est prévu parce qu'en fait, c'était un échange. Enfin, c'était Il y a des pays nordiques, genre Scandinavie, qui ont arrêté les tablettes, qui les Alors ont là, retirées. c'est pour une autre raison. Là, c'était pour une raison cognitive, parce qu'on voyait qu'il y avait des troubles. Mais là, c'était on va dire que la Normandie, c'était un test. Si la tablette ou les ordinateurs pour le lycée étaient bien pour les élèves. Après, c'est à la religion de valider ou pas. De valider ou pas le travail. Yvon, les élèves sont face à un choix vraiment draconien et même. Est-ce qu'on va brûler la médiathèque, qu'il n'y ait plus besoin que vous ayez plus besoin de vous en servir Tous mes copains documentalistes là sont en train de faire des bons. On vous aime, on vous préserve. Mais en fait, n'oubliez pas que l'IA va changer votre cerveau. Il va changer votre cerveau parce que lorsque vous allez à la médiathèque, eh bien vous avez une analyse critique. Vous avez une pensée complexe parce que la lecture, vous avez le temps. L'IA, ça va très vite, vous voulez aller très vite. Eh bien, avec l'IA, vous allez obtenir un survol, ce qu'on appelle le skimming. Vous allez survoler, vous allez fragmenter votre attention, vous serez plus attentif et concentré à un sujet.
Et puis, cette recherche immédiate d'information, eh bien, il faut qu'elle soit complétée par un apprentissage et on ne peut penser, réfléchir et assimiler qu'à partir d'un travail de ses propres connaissances. N'oubliez pas, en prenant l'ascenseur, vous n'aurez plus de muscles dans les mollets. Alors, j'ai un exemple. Après, on va faire une petite pause musicale. En tout cas, c'est passionnant, Yvon et Lucille. Merci. J'ai un petit exemple perso, familial. J'ai un papa qui conduit beaucoup. Il prend un peu d'âge, mais il conduit toujours beaucoup. Il fait pas n'importe quoi. Ça se passe plutôt pas mal. Et puis est arrivé le GPS. Il se perdait jamais. Bon sens dans l'orientation et tout. Il a le GPS, super. Et depuis qu'il a le GPS, il se perd. C'est-à-dire que, justement, l'apprentissage, la recherche de la bonne route, le machin... Nous, on se fait bananer de temps en temps avec Waze qui va nous planter ou le GPS qui va nous dire n'importe quoi, mais on va se réadapter et tout ça. Et ça induit, pour lui, une forme de paresse intellectuelle, de se dire, je colle là-dessus, et puis c'est tout. Et aujourd'hui, les choses sont un peu plus compliquées. Non, mais c'est exactement ça, toute la problématique. C'est savoir comment malgré tout muscler le cerveau dans l'enseignement, donner l'envie d'apprendre, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Et l'énergie aussi d'apprendre, exactement. Le goût, la pétence. Et en fait, aujourd'hui on a tellement d'apprentissage dans plusieurs disciplines. Par exemple, il y a pas si longtemps, on avait les technologies qui sont arrivées au collège. C'est une autre discipline à apprendre, etc. Enfin, on apprend de plus en plus de choses. Je dis pas qu'ils sont inutiles, attention, mais effectivement, ça demande un effort intellectuel, de la concentration, de l'énergie, et justement, peut-être que l'IA, voilà. IA, mon amour, c'est le thème ce soir des Mardis de l'Info. Les Mardis de l'Info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. IA, mon amour, c'est le thème de notre Mardi de l'Info de ce soir avec Lucille Quétin, enseignante sur le secteur de Duclair, qui est tout à fait concernée. Pourquoi vous êtes concernée justement par l'IA, Lucille, rappelez-nous? Bien, tout simplement, ça devient un outil. Et vous travaillez réellement dessus, dans votre établissement, oui. C'est votre boulot de réfléchir à la question. Exactement, je travaille avec cet outil et je dois l'enseigner. Mais le problème, c'est comment l'enseigner, comment les élèves perçoivent cet outil. Tout est la question. Alors, pendant le disque, Yvon ne peut pas s'empêcher de parler. Ça, c'est la grande qualité d'Yvon Gervaise, qui est notre expert scientifique, grand expert scientifique. Et vous indiquez, Yvon, que, mais à la limite, c'est quand même à Lucie de nous le dire, que la démarche de l'enfant ou du jeune, dans un premier temps, c'est de faire quoi par rapport à un devoir, par rapport à un travail? Tout de suite, gagner du temps. Tout simplement. Gagner du temps, mais par rapport à l'usage de l'IA. L'IA, il faut résister à l'immédiateté. L'IA est un outil fantastique quand on a fait déjà un travail préalable. Parce que les requêtes... Oui, mais on est tous des feignants. Oui, mais ça va être un outil fantastique qui va vous permettre des voyages dans un tas de connaissances. Par exemple, si j'avais à rédiger un devoir sur le romantisme, j'ai quand même commencé à regarder Chateaubriand et d'autres grands auteurs, et après j'irai vers l'IA. Mais avant, je vais passer à la médiathèque en fait. Ça peut sembler ringard, mais c'est le très beau chemin. Parce que finalement, quand vous êtes dans l'écriture, c'est une autre constante de temps. Et là, en mathématiques, c'est pareil. Si vous ne séchez pas sur un problème et que vous avez directement la solution en IA, vous avez des solveurs. Je vous rappelle que l'IA a eu de nombreux prix des Olympiades des mathématiques. L'IA vient de remporter en 2024 les Olympiades de mathématiques. Mais l'IA aussi, c'est des prix Nobel de physique et de chimie 2024. Rendez-vous compte. Et alors, ces gens-là le disent bien, il faut qu'on travaille avant. Il y a une forme d'assesse du travail. Et après, l'IA, ça va être un outil fantastique. Et je le dis. Mais à condition, déjà, d'avoir eu ce travail de connaissance. Alors, Yvon, et Lucille, on parle là beaucoup d'apprentissage, d'école, collège et tout ça. Mais on a bien compris que l'IA, on va le retrouver sur des clips vidéo, sur des campagnes publicitaires. On va le retrouver aussi en médecine. On va la retrouver partout. C'est un outil fantastique, parce qu'en médecine, quand vous passez des radios, aujourd'hui, vous avez une information. Jadis, un médecin, il y avait 10 paramètres. Aujourd'hui, vous passez des scanners, des radios. Jamais les médecins, s'ils ne sont pas aidés de l'IA, auraient pu analyser toutes ces données. Eh bien, l'IA les aide à traiter toutes ces données. En particulier sur le cancer du sein, la détection du cancer du sein. Parce que là, vous avez les biopsies, là, vous avez les images des radios qui vont être analysées. Même en recherche aujourd'hui, pour chercher un nouveau médicament,
l'IA va aider, parce qu'il va reconnaître des motifs dans les structures. Est-ce qu'on peut fabriquer un médicament précis par IA ou un produit précis? Je serais très précis. Aujourd'hui, ça se passe en Suisse. Vous avez l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Les chercheurs ont inventé ChemCro, ça veut dire chimie et corbeau, parce que on dit qu'un corbeau sait manipuler les outils. Ils vous synthétisent directement avec des robots des molécules. Et donc, c'est une révolution dans les laboratoires de synthèse organique. C'est pas un truc d'apprenti sorcier, ça? On prend pas des risques? Non, parce que l'IA n'est valable que s'il y a la validation humaine. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Lucille. Quand on utilise une IA, et quand on parle de législation, il faut dire, je l'ai fait, disons, à partir de tel modèle d'IA, mais il y a une validation humaine qui doit suivre. Imaginez que vous avez une hallucination. Vous savez ce que c'est qu'une hallucination en IA? Eh bien, on vous propose quelque chose comme très vrai, très vrai. Mais en fait, c'est simplement une confusion des représentations mathématiques qu'il y a eu. Et les probabilistes, l'IA, c'est à 95%, elle est sûre, et à 5%, elle ne l'est pas. Ah oui, mais souvent, c'est ces pourcentages-là qui font la différence. Exactement. Bon. Tout à l'heure, on évoquait le fait que l'IA pouvait faire des voix, qu'il pouvait identifier tout ça. Moi, je suis très inquiet pour mes copains et nos amis doubleurs, pour les comédiens. Il y a beaucoup de métiers qui risquent de disparaître, Lucille, Yvon. J'aurais tendance à dire l'IA aura toujours besoin d'experts, aura toujours besoin de bons professionnels, puisque c'est eux qui renseignent dans le big data le système. Et puis, il y a toujours... il faudrait bien dire l'IA... confronter l'IA entre l'intuition humaine. Regardez la puissance de l'intuition humaine. D'ailleurs, en anglais, il y a un terme, on appelle ça gut feeling, G-U-T, feeling. C'est ce qu'on pense avec nos tripes. Gut, ce sont les tripes. Ouais. Et donc, l'intuition de l'expert, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, un expert va utiliser l'IA, il sera obligé de dire qu'il l'a utilisé, il le fera, mais il y a son expertise. Et l'expertise, vous savez que c'est quelque chose, des fois, d'immédiat, comme en mathématiques, une intuition immédiate. Donc, il faut comparer et on a vu que le cerveau consommait beaucoup moins d'énergie, mais en même temps, cette intuition et l'approche de l'IA est relativement verticale, alors même que l'intelligence humaine, quand on la compare, elle est horizontale, elle aborde un tas de choses en même temps. Arrive après l'autre chose, c'est les sources de l'information et les manipulations de l'information. C'est là aussi où vous, dans l'enseignement, vous avez un énorme travail à faire pour bien s'assurer que les montages des images qu'on voit là, jusqu'ici, il y a un doigt de travers, il y a un truc bizarre, on arrive parfois à détecter, mais pas que, c'est ce dont nous allons parler dans quelques instants. Horizon. Partout en Seine-Maritime. Les mardis de l'info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Réalisation Luc, et c'est pas de l'IA. Celle qui tousse, c'est Lucille, et celui qui sourit. C'est pas de l'IA non plus. C'est pas de l'IA non plus. Et Lucille qui est enseignante et qui justement a vu son métier évoluer par rapport à l'enseignement, puisque aujourd'hui il lui est demandé de travailler sur les outils IA par rapport aux jeunes, par rapport aux enfants, par rapport à l'enseignement qui est en train d'évoluer justement avec cet outil. Yvon Gervais est également notre invité, grand scientifique, véritable expert du sujet. Vous revenez tout juste d'une conférence que vous avez fait à Bandol, s'il vous plaît. Il faisait beau à Bandol, ça allait? Très beau, ouais, et voilà. L'auditoire était très fourni, et puis les échanges, les questions ont été nombreuses. Ouais. Et je vous garantis qu'il en a sous le pied, sous le capot, et que on lui fait faire ce soir un exercice qui est pas évident, difficile, parce que on fait attention. Déjà, j'essaie juste un peu de comprendre ce qui se passe là, parce que c'est vraiment un domaine très complexe. Merci beaucoup Yvon, et merci beaucoup Lucie à tous les deux, et merci à vous d'être à l'écoute de cette belle émission. Nous avons vu donc souvent des images avec les premières images qu'on voyait fabriquées comme ça. Il y avait un doigt un peu bizarre, un sixième doigt, une tête un petit peu déformée. Bon, là, on a vu, je t'ai reconnu, c'est de l'IA. Mais aujourd'hui, ça devient très compliqué pour se dire, tiens, ça c'est du faux, ça c'est du vrai. Il y a des personnages publics qui vont prendre la parole de manière très avérée, et on va se dire, ah bah oui, effectivement, voilà. Il y a des jeunes femmes très très jolies qui se déplacent de manière tout à fait agréable. Mais non, pas du tout, monsieur, madame, ce truc-là n'existe pas, ce sont des mathématiques.
Bien sûr, ce sont des mathématiques, c'est pas la vraie personne, c'est sa représentation mathématique qui vous régénère son image. Regardez ex-Twitter, avec son intelligence artificielle Grok, qui a fait cette génération, qui a déshabillé les femmes pour le coup. Et donc, vous avez jusque dans une certaine limite quand même. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est la puissance de l'IA, parce qu'à partir du texte, vous pouvez générer de la vidéo, vous pouvez générer des images, et ils vont être façonnés par l'IA. C'est quand même hallucinant qu'on retrouve des expressions du visage, une attitude, une posture. Bien sûr, parce qu'il y a eu tellement de données, et donc avec ces données, on a créé ce qu'on appelle un espace sémantique. Et on va aller chercher pour vous toutes ces informations. Un espace sémantique, c'est un espace avec plein d'informations. Vous savez, l'espace n dimensions dont je vous ai parlé, tout est représenté par des vecteurs. Je vous rappelle que si ça peut traiter des images, bien quand vous avez une image sur un écran, c'est des pixels, c'est des 0 et des 1. Donc on va utiliser ces tableaux de nombres. Sauf que pour nous, c'est plat, mais pour l'IA, c'est dans tous les sens. Bien sûr. Et on va avoir, par exemple, les 3 couleurs classiques d'un écran. Et c'est grâce à cela qu'il va y avoir des opérations mathématiques pour pouvoir générer de l'information. Et donc, on rentre dans un vrai espace. Je vous ai parlé de ma rédaction, par exemple, si j'avais à traiter sur le romantisme. À partir du vecteur romantisme, ça va traiter état d'âme, ça va vous donner le nom de Lamartine, etc. Vous rentrez dans cet espace. Et dans cet espace, c'est comme dans une forêt, tout est regroupé dans cet endroit-là. Par exemple, là où on trouve des champignons. Donc, vous vouliez des champignons, vous retrouvez dans cet espace, et c'est là que ça va vous générer des informations. La façon dont vous en parlez, j'ai l'impression que ça existe, qu'on peut le toucher du doigt. Mais pour les mathématiciens, bien sûr, c'est le pouvoir de l'abstraction. Les mathématiques servent comme des outils pour représenter les choses. Tout à l'heure, si vous prenez le train pour Yvetot, eh bien, je dois savoir à quelle heure les trains vont se croiser. Vous allez modéliser. Vous n'allez pas regarder le capot du wagon, ni le nez du TGV s'il y en avait un, mais vous allez dire, il y aura la vitesse de tel train, la vitesse de l'autre, il va y avoir la distance X égale VT. Vous avez modélisé pour savoir à quelle heure ils vont se rencontrer. Et donc, la modélisation, c'est beaucoup dans l'IA. On modélise les choses. Et on modélise ça en permanence. Est-ce que l'humanité est en danger ? Vous avez 20 secondes. Grande question. C'est vrai. Alors, non, pas du tout, parce que je crois que c'est une très grande continuité. Ah, vous êtes optimiste, vous, là-dessus ? Et si j'avais un message, disons, à faire passer aux auditeurs, ouais. Eh bien, l'IA, elle n'est pas née. On parle souvent d'algorithme. C'est que l'algorithme, pour avoir le plus grand diviseur commun, c'est Euclide, 300 ans avant Jésus-Christ. Et vous avez 2 approches dans l'IA à base de connaissances de règles, et vous avez à partir de plein de données où on nourrit l'IA. Eh bien, ça, c'est la démarche qui a été faite bien avant le Moyen-Âge par un certain Francis Bacon, qui, ce qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire à partir de plein de données, vous induisez une loi générale. Alors que d'habitude, c'est à partir d'une loi générale que vous allez sur un cas particulier. Donc vous avez ces 2 approches. Je m'adresse aux philosophes qui sont à l'antenne. Tantôt vous avez Platon, tantôt vous avez Aristote, qui regardent l'expérience et les données de la nature. Donc vous voyez, et finalement, l'IA, à travers des systèmes experts, je dirais, c'est Platon, et à travers les réseaux de neurones et cette nouvelle IA générative, c'est Aristote. Et vous allez le trouver au cours des âges, parce qu'au cours des âges, il va y avoir Babbage qui a fait... Nous sommes à Rouen. Quand Pascal a fait la première pascaline, donc la machine à calculer, la machine à calculer, son père était receveur des impôts. Que vous pouvez voir au musée des Arts et Métiers à Paris. Voilà. Je ramène ma science un peu quand même. Et après, vous avez eu Leibniz, qui a fait aussi une calculatrice, mais Leibniz, il a inventé quelque chose de formidable, c'est le calcul binaire. Donc, vous voyez, c'est en 1670, Leibniz. J'allais le dire. Donc, vous avez cette progression dans le temps. Ensuite, vous avez Babbage. Ensuite, vous avez Lovelace, une dame qui a dit, et vous avez Turing. Sans parler de Turing, est-ce que la machine peut penser ? Et pourquoi l'IA est si puissante ? Alors, attendez, Alan Turing, on va comme le resituer. C'est quand même lui qui a réussi à décrypter Enigma, le fameux machin qui cryptait pour les Allemands. Mais c'est surtout lui, le test Turing. Qu'est-ce que c'est le test de Turing ? Le test de Turing, c'est pouvoir, un ordinateur, pouvoir le confondre avec une personne dans un dialogue. C'est-à-dire qu'il y a un être humain qui revoit des messages
Et si le test est trop fort, enfin si ça marche bien, l'humain peut pas dire que ça c'est un ordi qui lui cause. Mais ça, on en parlait dans les années 60, 70. Mais bien sûr. Il y a 50 ans. Alors, le mot d'IA, il est né en 56 lors d'une université d'été aux États-Unis, à Dartmouth. Et c'est là que le mot d'IA a été inventé. Et l'idée, c'était justement de savoir est-ce qu'une machine peut apprendre. Et pour qu'elle puisse apprendre quelque chose, il faut que toutes les choses qu'on va lui demander d'apprendre soient descriptibles simplement. Et donc, c'est tout l'enjeu de Dartmouth. Et après, vous avez eu 2 systèmes d'IA, celle à base de règles que j'évoquais, et celle des réseaux de neurones. Le percepton, c'est 1957. Percepton. Et donc, le percepton, c'est un système qui imite de façon mathématique et électrique un neurone humain. Mais rappelez-vous, c'est très, très important, des chercheurs ont pris soit la voie des systèmes experts, soit la voie des réseaux de neurones. Mais réseaux de neurones, il n'y avait pas de microprocesseurs, de calculateurs assez puissants. Les pauvres, ils ont beaucoup cherché, mais un jour, ils ont été presque licenciés parce que l'IA a connu, suivant ses composantes, ses hivers et ses étés. Et quand on a eu des calculateurs puissants, vous entendez parler d'NVIDIA. Des fois, ça marchait, et puis des fois, c'était le désert. Et quand les calculateurs puissants, ce qu'on appelle les cartes graphiques, les GPU sont arrivés, eh bien là, les réseaux de neurones qui étaient endormis se sont réveillés. Avec les cartes graphiques ? Bien sûr, donc car c'est lié aussi à l'utilisation des jeux. La puissance de calcul, exactement, la puissance de calcul. Et vous avez beaucoup de Français qui sont aux États-Unis, et je ne citerai que Yann Lequin, un Français et accessoirement un Breton, qui a écrit un livre formidable, Quand la machine apprend. Et c'est lui qui a fait les premières reconnaissances d'images. Rappelez-vous, quand on taguait un visage sur Facebook. Maintenant, c'est plus autorisé, mais on pouvait reconnaître quelqu'un sur une photo sur Facebook. Et donc, vous voyez, il y a tout un continuum historique de la découverte. D'ailleurs, j'ai évoqué les prix Nobel, comme Hopfield, qui est un physicien, et à l'époque, il s'intéressait aux réseaux cristallins, en chimie. Et en fait, ils ont fait des analogies par rapport aux réseaux de neurones. Et donc, un réseau cristallin, c'est quoi ? Un réseau cristallin, c'est quand vous avez une belle pierre précieuse, des cristaux, donc vous allez avoir l'organisation des atomes dans ces ensembles. Ouais, parce que oui, pour que ce soit transparent, les liaisons marchent bien, que ce soit stable à l'énergie minimale. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA aujourd'hui là ? Il faut lutter, entrer en résistance, court-circuiter l'IA, revenir à la 2 chevaux à pédale. En tout cas, moi, je suis pas autant optimiste parce que ça pose effectivement des questions philosophiques. Par exemple, pour l'humain, enfin, j'en pose une comme par hasard. J'en ai discuté avec mes collègues ce midi. Par exemple, pour la question du bonheur, je vais grossir les choses, mais un humain, pour qu'il soit heureux, le plus souvent, il fait quelque chose, c'est le combat qu'il mène pour aller à son résultat final qui le rend épanoui. Vous voyez, c'est le chemin, enfin tout le travail qu'il a fait, par exemple pour bâtir sa maison, etc. Ça y est, j'ai ma maison, je suis heureux, etc. Aujourd'hui, avec l'IA, comme c'est plus rapide, plus simple, est-ce que justement cette envie, cet élan du bonheur sera toujours actif, enfin sera toujours présent chez l'humain, puisque on aura moins à combattre, moins d'efforts à faire, moins cette initiative, cette niaque à avoir son objet. Aujourd'hui, moi je me pose cette question. Parce que c'est vrai qu'on est un peu feignant, et si on peut aller vite, c'est pas plus mal. Exactement. Je suis tout à fait lucide, mais l'IA, qu'est-ce qui lui manque, c'est de s'inscrire dans le vrai monde réel. Et la nouvelle génération d'IA, on appelle ça les agents IA, qui vont agir à partir de capteurs, et tout le monde a un exemple. Votre robot aspirateur, c'est une IA, parce qu'on lui a donné la tâche de bien nettoyer la cuisine. Eh bien, il va le faire parce qu'il va... Le machin qui tourne là, qui se balade partout. Absolument. Et donc ça, c'est une IA en puissance. Votre voiture est bourrée d'IA. J'ai parlé des régulateurs de vitesse, de l'alignement dans les couloirs de circulation sur l'autoroute. L'IA est partout. Pour les agriculteurs qui nous écoutent, eh bien, ils utilisent sans arrêt l'IA pour la culture, pour le diagnostic, et vous l'évoquez sur votre antenne, pour les vignes notamment. Le traitement des photos satellites, ça passe par l'IA. Il y aurait trop de données. Donc à un moment, pour les déclarations sur certaines cultures, quand il y a une politique européenne, donc l'IA, vous l'avez partout. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de ne pas l'accepter. Par contre, il faut la considérer comme un outil et il faut l'utiliser de façon éclairée.
Ouais, toujours avec mon travail, il existe toujours. Mais il faut lutter contre aussi les penchants très humains de se dire Exactement. Je pourrais bien gagner 2 heures. Est-ce qu'on se complaint à faire des activités de loisirs, mais pour cela, pour faire ces activités de loisirs, il faut toujours travailler. Est-ce que l'IA va remplacer justement nos métiers? Voilà, tout ça se Je vous pose renvoie actuellement. à Ève. Rappelez-vous Wall-E, le superbe film, un dessin animé extraordinaire. On rentre dans cette histoire-là. Revoyez-le, vous allez voir, c'est pas mal. Je vais rassurer des auditeurs. Ce soir, j'ai été convoqué par des vrais journalistes. Je suis avec Stéphane Salzman. Et c'est justement cette communauté humaine. L'homme progresse grâce à la collaboration. Et ça, c'est très, très important. Si vous êtes tout seul face à votre IA, vous n'irez pas loin. Et derrière, il y a tout ce qu'on peut discuter ce soir en aparté pendant l'émission. C'est ça qui doit vous éclairer. Donc, c'est la collaboration entre les gens. D'ailleurs, la nouvelle génération d'IA prévoit les multi-agents, c'est-à-dire en arrière-plan, vous avez différents agents qui se partagent des tâches pour atteindre un but de façon autonome. Donc finalement, on va tous devoir, tous entre guillemets, travailler pour l'IA. Pas nécessairement pour l'IA, collaborer. Et puis, il ne faut pas oublier, je vous ai parlé de cette intuition, je vais vous parler de Sérendip. Sérendip, c'est tout simple. Vous êtes à la machine à café, quel que soit le métier, vous avez une difficulté, vous en parlez avec quelqu'un qui va avoir le pas de côté, qui va avoir ça, et qui va être confronté comme vous, et qui va vous aider. Il ne faut pas oublier cette puissance de la collaboration. Et ce soir, on parle aussi aux collégiens. N'oubliez pas que pour apprendre vos leçons, il faut reformuler, il faut discuter entre vous. Si vous êtes derrière seul votre tablette, eh bien, c'est le conseil que je me permettrai de vous donner, car j'en suis bien convaincu et c'est ce que je fais. On parlait de l'immédiateté également, d'avoir ça tout de suite, clac, pouf, c'est facile, c'est pratique. C'est un danger, ça ? L'immédiateté, oui, parce que, vous voyez, des études ont montré que l'IA défavorise l'empathie. Quand je suis en train de lire quelque chose, je peux avoir de l'empathie, notamment si n'importe quelle œuvre. Par contre, c'est tellement immédiat, l'empathie n'a pas le temps d'arriver. Et c'est un peu le danger pour les jeunes de lire tout ce qui vont leur venir comme information. Il ne va pas y avoir ce traitement par leur cerveau. N'oublions pas que l'IA doit être appréciée à l'aune des neurosciences. La question, c'est comment fonctionne l'IA, mais je vous poserai une autre question. Comment fonctionne notre cerveau ? Comment notre cerveau résonne ? C'est toutes ces questions qu'il faudra enseigner dans les écoles. Donc toujours l'IA qui est au cœur du système et qu'il va falloir donc apprendre. On est vraiment au début de l'IA, ça va aller beaucoup plus loin ? Bien sûr, on est au début d'une très grande aventure et je dirais... C'est une nouvelle révolution ? Tout à fait, mais je vous donnerai quelques comparaisons. Il y a 3 écritures en fait. Il y a à la fois... lorsqu'il y a eu l'écriture, l'alphabet, ensuite il y a eu le code, l'informatique, et vous avez la 3e qui est l'IA. Et ça, c'est très important parce que, en fait, déjà, quand vous stockiez des choses avec l'informatique classique pour votre mémoire, c'était en fait prolonger votre cerveau. Et aujourd'hui, l'IA le prolonge. Et il faut qu'il le prolonge de bonne manière. Donc, autrement dit, c'est un appendice, l'IA, et de plus en plus. Et c'est là qu'il va falloir faire attention sur cette externalisation de vos fonctions cognitives. Ne les oubliez pas, elles pourraient être les délaissées de cette belle aventure. Donc, ne pas oublier de toujours se muscler, Absolument. De toujours ouvrir un bouquin, de toujours échanger, discuter. Bien sûr, et je pense que c'est très important, les échanges humains, c'est ce qui vous enrichit. J'aurais tendance à dire, toute personne, quelle qu'elle soit, est un phare pour vous. Tenez cela en compte, c'est la meilleure IA naturelle qui puisse exister. C'est un Breton qui vous le dit. C'est à propos et du phare. derrière, puisque vous évoquez mes origines bretonnes, il reste une place à la fois pour l'IA, dont je suis bien convaincu, mais il reste une place aussi pour le druide, qui est l'homme du savoir. C'était notre émission. Les mardis de l'info ce soir en compagnie de Lucille, une enseignante qui est donc confrontée aujourd'hui au fait de devoir réfléchir, à adapter, à modifier son métier de l'enseignement, de la transmission.
des connaissances. Et puis également à nos côtés, Yvon Gervaise, expert scientifique. Vous aurez compris que c'est un sujet qu'il maîtrise plutôt pas trop mal. Et encore une fois, c'était formidable d'avoir votre éclairage à vous, Yvon, et votre expérience également à vous, et votre éclairage à vous, Lucille. Les mardis de l'info, c'est terminé. On se retrouve très bientôt sur l'antenne d'Horizon. Luc, merci pour la réalisation.